Bonjour à toutes et à tous. Je vérifie que le micro marche bien. Donc, je commençais la session, puis ça fera venir les dernières personnes. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Nicolas Sagne, travaille à l'INSEE et je suis responsable de l'unité pilotage et offre de données. Voilà, et j'ai l'honneur de présider cette session ce matin où nous allons voir quatre présentations de 15 minutes chacune sur des sujets assez variés comme la protection des données, l'open data, les fichiers de production et de recherche, les formats parquets, voilà. Donc on fera, les présentations vont s'enchaîner et après on fera une séance de questions où on prendra d'abord les questions dans la salle et après en Zoom, voilà. Et donc du coup, moi j'ai le rôle de, de mettre les horloges pour vérifier que voilà, on tient bien tous les délais. Et sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Laurent Toulemont pour la première présentation de la matinée. Merci, bonjour. Je suis Laurent Toulemont, je travaille à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et je vais vous présenter un travail fait en commun avec Sylvia Lechtian, Milan Bouchevala, Julie Baron et Julie Lenoir, tous à l'INED. Donc l'idée, c'est qu'on est nombreux à diffuser des données, on sait qu'il y a des lois, des règlements, on fait ce qu'on peut, on ne sait pas très bien ce que font les uns et les autres, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, les lois changent, on monte beaucoup en compétences. Mais les données montent aussi beaucoup en complexité, les règlements évoluent. Donc l'idée, c'est de partager un peu mes interrogations quand il a fallu, en tant que co-responsable d'une enquête avec Milan, voir comment procéder de façon correcte et efficace. Et j'ai été confronté à pas mal de questions. Donc, je vais m'appuyer sur l'enquête RFI2, qui est une enquête faite à l'INED avec un échantillon INSEE au départ, des appariements, qui est dans le cadre d'un projet européen, donc il y avait pas mal d'interlocuteurs et de questions. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'appliquer les règlements qui s'imposent à nous, de réduire autant que possible les risques de réidentification, de réduire les conséquences, mais en même temps, d'avoir des données qui soient utiles. Et notamment avec les appariements, on a des nouvelles possibilités de diffusion de données qui font que potentiellement on augmente plutôt les risques qu'on les réduit. Donc l'étude RFI, c'est une enquête qui a déjà eu lieu en 2005, 2008, 2011. Donc on refait un round d'enquête à l'échelle européenne avec une première vague en 2024. On réinterroge les personnes en 2027 puis en 2030. Donc il y a des informations riches qui sont collectées sur les personnes au cours de 3 vagues sur 6 ans. Ça s'inscrit dans un projet européen, donc on a un questionnaire standard. Il y a maintenant plus de 20 pays qui ont réalisé l'enquête. Et en France, on a l'idée d'enrichir l'enquête avec des données administratives, donc des données socio-fiscales, des données d'emploi, des données de mortalité, qui sont disons, des données administratives classiques à la disposition de l'INSEE. Et on a également un échantillon de non-répondants. Donc, ils n'ont pas pu refuser d'être suivis puisqu'ils n'ont pas répondu à l'enquête, donc ils n'ont pas refusé, donc on les suit. On les suit pas pour avoir de l'information sur eux, mais pour améliorer l'information qu'on a sur les répondants, de façon à voir s'il y a des biais, comme on a des taux de réponse qui sont assez bas. Donc, il y a un jeu un peu compliqué. Là, on récupère de l'information sur des personnes qui ont refusé de répondre à une enquête, non pas parce qu'ils nous intéressent, mais parce que l'information qu'on va recueillir sur eux va nous permettre d'améliorer l'information qu'on a sur les répondants. Donc, il y a des fichiers de diffusion, on aura un fichier de production et de recherche. On a aussi un fichier standard européen qui est déjà mis à disposition de la communauté. Et puis, au CASD, au Centre d'accès sécurisé aux données, c'est sur off, je vais peut-être le mettre sur on. Ok. Donc je touche à rien. Donc le fichier standard européen qui est déjà qui est déjà diffusé, et puis au centre d'accès sécurisé aux données, on aura des fichiers très complets d'accès évidemment très restreint. Alors la première chose qui nous a surpris, c'est que le standard européen, il a l'air d'être moins dur que le standard français, et notamment les données européennes, elles sont diffusées sur toute la planète, y compris dans les données qui ne sont pas sûres. Donc ça nous a paru un peu bizarre, on a vérifié, on a demandé à la Data Protection Officer de l'Académie des sciences des Pays-Bas, qui héberge le NIDI, qui héberge le projet, de nous faire un document écrit pour justifier le fait qu'il respecte bien les règlements, parce qu'on a, disons, comme un doute. Par ailleurs, on a des demandes de fichiers enrichis.
On a des collègues étrangers, par exemple des collègues allemands qui travaillent sur des populations à la frontière de la France et de l'Allemagne, donc ils sont intéressés par un tout petit échantillon de personnes. Donc on est vraiment dans l'infrarégional et ils veulent avoir des adresses, au moins le département. Euh, et puis on a aussi des demandes de personnes qui travaillent sur les anciennes colonies, donc ils voudraient savoir précisément qui sont les personnes qui vivent en France dans des anciennes colonies françaises ou d'autres pays. Donc l'idée, c'est d'enrichir le fichier standard, soit en faisant des nouvelles versions. Alors maintenant, avec les DOI, on peut avoir des nouvelles versions, mais c'est un petit peu compliqué. Ce qui est beaucoup plus simple pour nous, c'est des petits fichiers additionnels avec juste l'identifiant et puis les informations dont la personne a besoin. Et cette information, soit on la travaille pour qu'elle soit bien conforme aux règles, soit on la donne de façon brute et puis on délègue d'une certaine façon à l'utilisateur le soin de travailler selon les règles. Et la question, évidemment, va se poser de savoir si on va faire pareil pour le FPR. C'est une discussion qui a déjà eu lieu assez souvent en France, mais on a toujours une réticence. L'idée, c'est que si on diffuse plusieurs FPR avec des périmètres différents, quelqu'un de mal intentionné pourrait les fusionner tous et puis finalement avoir un risque beaucoup plus fort. Et puis pour les données administratives, donc là on a carrément dégagé en touche, on a fait une convention avec l'INSEE, la DGFiP, le CASD et l'INED pour avoir accès aux données administratives. Donc l'INSEE a fait un très gros effort pour rendre ces données disponibles. Et l'idée, c'est qu'on les met au CSD, et l'idée de les faire sortir au CSD, donc l'idée première, c'est pas possible, rien ne sort du CSD. Et puis l'idée deuxième, c'est qu'il y a déjà pas mal de données qui sortent du CSD. En fait, il y a pas mal d'enquêtes à l'INSEE qui utilisent des données administratives. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux, disons, que de se restreindre, se limiter au CSD. Alors, je vais passer rapidement sur le règlement européen et sur la définition des données pseudonymes. Bon, de toute façon, il y a des règles spécifiques de la CNIL sur les méthodologies de référence. Il y a des règles de l'INSEE. En plus, pour les données fiscales, il y a le secret fiscal. On a en plus les règles de l'INED qui vont nous être présentées tout à l'heure. Donc, on a déjà un appareillage de règles assez fort. Et alors le RGPD, il est en fait assez souple, et notamment pour la recherche, il y a pas mal d'exceptions qui sont faites pour les données pour la recherche, avec une règle de proportionnalité. Il ne faut pas vouloir avoir tout sur tout le monde, mais il faut avoir des données qui soient proportionnées aux besoins de la recherche. Bon, nous, on a plus de 4000 utilisateurs des données européennes. Donc ces 4000 utilisateurs, ils ont plein de besoins de toutes sortes. Donc la notion de proportionnalité est un peu complexe à définir. Ce qui est surtout important, c'est l'accès contrôlé. Les gens qui utilisent les données se font connaître, ils appartiennent à une institution qui sont connues et ils signent une clause de confidentialité qui les prévient que de chercher à retrouver une personne est une offense, un délit grave. Donc sur la limitation de diffusion hors de l'UE, on a bien eu la confirmation qu'a priori, en dehors des pays sûrs qui ont signé des conventions avec l'Union européenne, la diffusion n'est pas aussi libre que nous dit le Central Hub GGP. Et au total, on peut dire qu'on était plutôt rassurés, quoi. On n'a pas vu tomber des contraintes supplémentaires à l'échelle de l'Europe, c'est plutôt l'inverse. Donc, pour supprimer les risques, bon, on supprime les identifiants pour pseudonymiser les données. On essaye de repérer les quasi-identifiants et de faire un peu quelque chose. Bon, le problème, c'est que dans les données longitudinales ou des données biographiques comme celle de l'INED, si on prend 30 variables, on arrive vite à des individus uniques. Et donc, quelqu'un de mal intentionné qui connaît déjà des choses sur une personne et qui sait que cette personne a participé à l'enquête, il ne faut pas se mentir, il va la retrouver en 10 minutes. Donc, on peut bruiter des informations, soit les identifiants pour que la personne se trompe quand elle cherche à identifier la personne, soit des informations qu'on juge sensibles, c'est-à-dire si quelqu'un de malveillant identifie quelqu'un dans l'échantillon, il aura une information qui sera partiellement fausse. Alors, c'est déjà le cas, nous, notre enquête n'est pas obligatoire, donc les gens peuvent mentir s'ils veulent, donc ils peuvent bruiter un peu l'information en amont. Enfin, ce n'est pas quelque chose non plus à encourager beaucoup. Pour le fichier standard, on a décalé quelques mois, histoire de pouvoir dire aux personnes qui nous surveillent qu'on a fait quelque chose pour bruiter les identifiants. Mais comme on veut respecter la cohérence des biographies, on a décalé les mois de plein d'événements, donc bref. Le contrôle principal, c'est vraiment le fait que les utilisateurs doivent signer une clause de confidentialité, un engagement de confidentialité, et qu'on peut les suivre, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une institution, on sait qui ils sont. Et ça, c'est vraiment, je crois, la garantie qu'on peut donner, notamment aux gens qui participent à l'enquête, du fait que l'enquête sera utilisée dans des conditions sûres. Alors,
évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'utilité du fichier, hein, donc la pertinence des analyses. Comme on a encore une fois des utilisateurs très nombreux et très divers, c'est très difficile de renoncer à certaines informations, hein. Je me souviens quand l'INSEE, c'était pour l'enquête patrimoine, avait enlevé les dates des événements parce que c'était trop informatif. Bon, ben, comme nous, on voulait utiliser l'enquête patrimoine parce que justement, il y avait tous les événements avec les dates, bon, ben, on était un peu embêté avec le fichier anonymisé. Donc, on est très réticent à supprimer de l'information et encore plus à bruiter de l'information. Alors, la chose se complique quand on a des demandes spécifiques. Donc, j'ai évoqué les deux exemples auxquels on est déjà confronté. Donc, un sous-échantillon précis avec des informations géographiques précises, ou bien la construction de nouvelles variables à partir du pays de naissance. Et on n'a pas le temps de construire une variable. Est-ce que la personne est née dans une colonie française? Selon sa date de naissance, comment on va le définir? On n'a pas envie de faire 3 itérations avec le chercheur. Donc, c'est sûr que pour nous, le plus simple, c'est qu'on lui envoie un fichier avec les identifiants, les pays de naissance. On lui fait signer une clause de confidentialité supplémentaire, histoire de pouvoir dire qu'on a fait quelque chose. Et puis, on fait confiance aux utilisateurs. Entre professionnels, on sait qu'on a des règles à respecter. Donc, la question, c'est est-ce que cette pratique peut être acceptable par nos services juridiques? Donc, clairement, la première réponse est non, ce n'est pas possible, mais il va peut-être falloir aller un peu plus loin. Par les personnes qui sont responsables, notamment à la DGFiP ou à l'INSEE, du respect de la confidentialité. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse à... Il faut qu'on voit jusqu'où on peut aller trop loin, quoi, hein, parce qu'après, il peut y avoir des retours de bâton qui sont très violents. Et puis, en termes de praticabilité, est-ce qu'on va multiplier des petits fichiers comme ça avec une diffusion très restreinte? Est-ce qu'on va les documenter? Est-ce qu'on va en faire une liste ou est-ce qu'on va rajouter des variables petit à petit dans le FPR en vérifiant de temps en temps que l'augmentation des risques n'est pas trop forte? Donc, pour les fichiers administratifs, il y a déjà une habitude de rajouter dans les enquêtes, notamment des enquêtes de l'INSEE, des informations issues des données socio-fiscales. Donc, on ne met pas le revenu, mais on met les vintiles de revenus. Bon, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut mettre les centiles? Est-ce qu'on va mettre à la fois le revenu et le niveau de vie? Bon. Sur les changements de composition du ménage, nous, ça nous intéresse énormément de suivre les évolutions, mais là aussi, en termes de risque d'identification des personnes, ça peut augmenter le risque. Donc, de toute façon, alors je peux rassurer les gens dans la salle qui pourraient être un peu effrayés, on ne fera rien sans l'accord de l'INSEE et de la DGFiP. Ça, c'est la base, hein, c'est-à-dire que quand on a signé la convention, on a dit deux choses à l'INSEE. Premièrement, on ne met rien dans la convention sur la diffusion hors du CSD, parce que visiblement, vous n'êtes pas mûr pour discuter de ça et on ne sait pas très bien avec qui il faut le discuter. Et deuxièmement, on ne fera rien sans votre accord. Donc, c'est les deux points qui ont permis que l'INSEE a fait un gros effort, encore une fois, pour mettre ces données disponibles. Et donc, c'est important, et c'est un peu un appel que je lance aujourd'hui, d'essayer d'avoir une réflexion collective, parce qu'on a de plus en plus des données de panel qui sont enrichies par des données administratives. Il y a une valeur ajoutée très importante, mais les utilisateurs, ce n'est pas très facile pour eux d'aller au CASD, et notamment les utilisateurs étrangers. Si on veut que nos données soient utilisées à l'étranger, c'est un peu compliqué pour ceux qui ont des financements limités d'avoir accès au CASD. Alors en plus, on a cette histoire d'échantillons non répondants, donc là, on est un peu borderline, hein, donc d'aller suivre des gens de façon longitudinale dans des fichiers administratifs issus des données fiscales alors qu'ils n'ont pas donné leur accord. Donc encore une fois, ils n'ont pas pu refuser parce qu'ils ont refusé de participer à l'enquête, donc on n'a pas pu leur poser la question, hein, c'est ça l'argument. Donc, on a simulé des attaques, et là, ce n'est pas difficile. Pour des données anonymes, c'est vraiment difficile. Il faut bruiter beaucoup pour qu'on ne puisse pas identifier les gens. Mais pour des FPR ou équivalents, on ne peut absolument pas garantir que les données ne seront pas réidentifiées par un attaquant malveillant qui a des informations supplémentaires sur la personne. Il suffit d'avoir pas énormément d'informations supplémentaires, de savoir qu'une personne a participé à l'enquête pour l'identifier. Donc, peut-être on en parlera tout à l'heure, il y a une initiative d'un projet, d'un groupe de travail mis en place sous l'aile de Projet d'eau. La première idée, c'est de recenser et de partager les pratiques en cours sur les producteurs, hein. On va voir que vous allez voir tout à l'heure ce que fait l'INED, mais de savoir ce que l'INSEE fait sur la pseudonymisation de ces FPR. Donc, on n'a pas trouvé de notes claires, diffusées,
qui recueille un consensus et qui explique clairement ce que font les différents producteurs. Donc, on a eu des échanges individuels avec des producteurs qui sont tous un peu, chacun bricole dans son coin. Les gens font pas n'importe quoi, hein, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est fait par le passé et même ce qui se fait aujourd'hui. Bon, ça n'empêche qu'il y a un risque fort. On a une garantie, c'est l'accès contrôlé. Et historiquement, disons, les diffusions accidentelles de données, c'était plutôt de la négligence que des attaques. Hein. Les hackers ou les attaqueurs, ils ont mieux à faire que d'attaquer les données d'enquête. Hein. Il y a des données qui sont beaucoup plus intéressantes pour quelqu'un de malveillant. Et donc, recenser aussi les besoins des utilisateurs, parce que évidemment, si on fait rien, on n'a pas de risque, mais il faut quand même avoir l'idée que si on veut continuer à pouvoir faire des enquêtes, recueillir des données, il faut avoir des utilisateurs. Et on a des exigences, on a des obligations, disons, de diffuser nos données. Bon, évidemment, il faut connaître et respecter la documentation. Et l'idée, donc, c'est de proposer des règles de bonne conduite à l'issue du groupe. Donc, en conclusion, je vais aller vite. Ce qu'il faut faire, c'est estimer les risques. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait déjà un consensus sur le fait que les fichiers de production et de recherche sont à risque de réidentification en cas d'utilisateur malveillant. Il faut l'accepter et on ne peut pas l'éviter. Mais d'un autre côté, les données, il faut faire en sorte que une réidentification soit pas trop dangereuse et il faut surtout vérifier que les utilisateurs qui signent les engagements de confidentialité savent ce qu'ils font et qui respectent les règles élémentaires de prudence. Merci. Oui, merci. Bon, on va passer à la deuxième présentation. Fanny Baron et Fanny Lenoir. Oui, ça marche. C'est où déjà le mode lecture? Ça? Et le mode lecture en plein écran. Ok. Ouais, ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous, du coup, on va vous parler de la fabrique de ces fameux fichiers de production et de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Donc l'INED produit des données d'enquête quantitatives principalement depuis 1945. On a un patrimoine d'environ 300 enquêtes de recherche et quelques enquêtes de statistiques publiques réalisées avec l'INSEE notamment. Progressivement, la question du partage de ces données s'est imposée donc aux producteurs. C'était fait au début essentiellement de manière informelle et plutôt au sein d'un réseau de connaissances. Et à partir des années 2000, les producteurs en France se sont coordonnés, ont commencé à structurer des politiques de diffusion. Et l'INED, en ce sens, a rejoint dans les années 2000 le réseau Quetelet, donc qui offre des solutions pour le partage des données à l'ensemble de la communauté scientifique et académique et coordonne l'accès aux microdonnées en SHS en France avec le CSD. Alors évidemment, ça s'est pas fait en un jour, c'est le fruit de tout un tas de processus, de standards, d'outils qu'on a développés en interne ou auxquels on s'est conformé à l'échelle nationale et internationale. Et on a donc maintenant une véritable politique de diffusion qui s'intègre tout au long du cycle de vie de l'enquête. C'est pour ça que j'ai mis ce petit diagramme avec les principales étapes. Et en fait, la mise à disposition, vous voyez, c'est une finalité. En même temps, elle est pensée dès le début de la collecte, de la mise en place du projet. On le verra plus tard. Donc l'objectif, c'est de vous montrer un peu cette cuisine interne pour les fichiers de production et de recherche, avec donc les deux volets de la diffusion, le travail effectué sur les microdonnées et sur la documentation et les métadonnées qui les accompagnent. Alors, c'est quoi un fichier de production et de recherche? Ce qu'on n'a pas vraiment défini. Donc, vous savez, nos enquêtes contiennent des données personnelles dont le traitement est encadré par le RGPD, qui conditionne donc strictement toute diffusion à des garanties juridiques, techniques et organisationnelles. Et de l'autre côté, on a la science ouverte et le code de la recherche qui encourage le partage sans entrave des données. Donc, pour qu'on puisse respecter un peu ces injonctions contradictoires, on diffuse généralement une enquête selon 3 niveaux de diffusion. En open access, là, on respecte pleinement le principe de la science ouverte. Dans ce cas, les données sont complètement anonymisées, mais les possibilités d'analyse sont très réduites. Soit à l'extrême inverse, on diffuse des données désidentifiées, quasiment brutes, mais dans ce cas, on a des conditions d'accès très contraignantes et une forte restriction d'usage. C'est ce qui se fait aujourd'hui via le CASD. Et on a donc ce cas intermédiaire dans lequel on se situe aujourd'hui, qui sont des données pseudonymisées, avec un accès réservé aux chercheurs, doctorants et étudiants, encadré par le comité du secret statistique et Quetelet Projet d'eau.
Donc ces données, on ne peut pas les diffuser telles qu'on les reçoit en sortie de collecte, mais on ne peut pas trop non plus les dénaturer pour permettre des analyses et une certaine reproductibilité. Donc en fait, elles sont ni tout à fait brutes, ni tout à fait anonymisées. Donc nous, on diffuse environ 2 à 3 enquêtes par an sous cette forme, et la particularité des enquêtes de l'INED, c'est qu'elles sont très variées, que ce soit dans les thématiques, dans le nombre de répondants, ça peut aller de 500 répondants à plus de 30 000 individus. Ça peut être aussi des couvertures géographiques très restreintes ou beaucoup plus larges, des types d'échantillonnage différents. Et donc tout ça, ça a son importance pour la pseudonymisation, parce qu'en fait, on fait du sur-mesure sur chaque enquête. Donc sur le process, concrètement, 3 ans après la fin de la collecte, les concepteurs de l'enquête m'envoient la base de données au format intermédiaire, c'est-à-dire apuré et désidentifié, et je vais sortir en fait tous les tris à plat et les examiner variable par variable pour voir si on la considère comme problématique. Comment on considère une variable problématique? En fonction de 3 principaux risques de réidentification des répondants dans la base. Donc un attaquant potentiel réidentifie directement un individu parce qu'il connaît des informations très généralistes sur lui, comme son niveau de diplôme par exemple, et on a, imaginons, une personne toute seule qui a un doctorat. Une fois qu'il l'a isolé, il peut aller voir ce qu'il a répondu au reste des questions dans l'enquête et faire des corrélations. Et si ces questions sont préjudiciables ou sensibles, là, on a une menace importante. Donc pour éviter ces risques, sans toutefois prétendre les annuler, on va appliquer des méthodes non perturbatrices, nous, sur les données. Donc on a des règles systématiques comme la suppression, ça paraît évident, des variables directement identifiantes et des variables en clair. Et on laissera jamais moins de 5 individus dans une modalité pour 4 types de variables en particulier. Ce qu'on appelle les quasi-identifiantes, donc ce dont parlait Laurent, c'est des variables sociodémographiques, structurelles majoritairement, les variables sensibles au sens de la CNIL, les variables préjudiciables, donc c'est-à-dire qui peuvent porter atteinte à la vie privée, à la carrière du répondant, et enfin les variables de notoriété, c'est-à-dire aisément accessibles par un tiers sans qu'il ait besoin d'une connaissance intime de la personne concernée. Et donc sur ces 4 types de variables qui ne s'excluent pas mutuellement, on peut faire de la suppression, sinon du recodage ou de la construction de variables. J'ai mis mon truc en modifié, je ne sais pas comment passer. Ouais. Ok. Donc pour ces quasi-identifiants, on a des routines déjà bien établies avec des nomenclatures à plusieurs niveaux. C'est des possibilités naturelles d'agrégation. En général, donc on fait des tranches d'âge de 5 ans, pareil pour les revenus. On regroupe en tranches ou on tronque aux extrêmes de la distribution. Sur les variables géo, on laisse très rarement le niveau département, sauf si voilà, on a 20 000 répondants dans l'enquête et qui sont nombreux dans tous les départements, mais on fait en général à la région. Les PCS, on la recode niveau 1 ou 2. Les nationalités, on va faire par continent. Ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui a trait aux configurations des ménages ou des familles, où il y aura généralement des traitements un peu plus fins que les regroupements à appliquer. Donc on peut faire de la création de variables, comme je vous le disais. Donc sur ce cas, par exemple, à gauche, vous avez un extrait de tri à plat de l'enquête Virage LGBT avec des variables qu'on retrouve dans beaucoup d'enquêtes où on demande en fait à Ego de lister toutes les personnes qui vivent avec lui. Donc il y avait 28 indicatrices comme ça. On vous en a mis 2 là. Et on se retrouve avec des très petits effectifs sur des configurations de ménage un peu rares. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé plusieurs variables compteurs qui donnent pas autant de détails. Donc j'en ai mis 2 à droite. Nombre d'autres personnes avec lien familial dans le ménage et sans lien familial dans le ménage. Et même là, on fait des regroupements à l'intérieur des modalités. Vous voyez 3 et plus, 7 et plus. Voilà. Au-delà des quasi-identifiants sur lesquels on a donc ces routines applicables à chaque enquête, les 3 autres types de variables dont je vous parlais précédemment vont subir des opérations vraiment au cas par cas en fonction des enquêtes. Ici, on a une question qui a été posée dans l'enquête Mon quartier, mes voisins, qui a interrogé donc 2500 personnes, conduites en région parisienne et lyonnaise, et cette information était publique, ça a son importance. Et l'intérêt de cette enquête, c'était de pouvoir faire des analyses et des comparaisons par type de quartier, au sens bourgeois, gentrifié, prioritaire, etc. Donc on devait absolument laisser un niveau géographique assez fin. Mais du coup, on a redoublé de vigilance sur plein d'autres variables et on est allé au-delà des tris à plat pour regarder souvent les seuils dans les tris croisés par type de quartier. Ici, par exemple, on demandait si Ego avait été en conflit avec des voisins et l'objet de ces conflits. Donc il y avait 9 possibilités, la 9e étant autre objet de conflit. Et donc, ce que ça donne dans la base, 9, vous avez une indicatrice à gauche qui est donc un conflit sur les limites de terrain. Et vous voyez, on a un seuil supérieur à 5 dans la modalité oui. Mais en croisant par type de quartier, c'est la capture d'écran au milieu, on avait des individus uniques. Donc, on a agrégé l'indicatrice numéro 8, c'est la capture d'écran de droite, avec l'indicatrice numéro 9 pour pas donner de détails sur l'objet du conflit quand il y avait trop peu d'individus dans le tri croisé. Donc,
l'évaluation des risques, elle repose aussi sur une expertise conjointe avec l'équipe de diffusion et les concepteurs de l'enquête, parce qu'on a certaines variables qui deviennent problématiques en fait à la lumière du contexte local et des populations concernées. Donc on a un exemple tiré de l'enquête migration, famille et vieillissement à Mayotte. Vous avez à gauche la variable nature du mariage avec le conjoint, qui a priori ne pose pas de problème, parce qu'on a suffisamment de monde dans chaque modalité, mais ensuite, pour ces 3 modalités, donc civil, religieux et les 2, on avait des variables qui demandaient l'année du dit mariage, avec cette fois des effectifs inférieurs à 5, comme on voit à droite. Et c'est les chercheurs qui nous ont alertés, en fait, en nous expliquant qu'avant une certaine époque, c'était vraiment très marginal de se marier uniquement à la mairie à Mayotte. Donc on a décidé de regrouper toutes les années du mariage civil en dessous d'une date clé. Donc là, en fait, vous avez un exemple d'une variable qui peut être anodine dans une enquête, donc l'année d'un mariage civil, en France hexagonale avec plein de répondants, mais qui devient très distinctive dans une enquête à Mayotte, dans une question filtrée avec moins de répondants. Donc pour résumer, la pseudonymisation qu'on réalise, c'est pas uniquement attribuer des pseudonymes, c'est pas non plus de l'anonymisation parce que les répondants sont indirectement réidentifiables et le risque n'est pas éliminé. Laurent le disait, il est juste minimisé en fait avec des méthodes non perturbatrices, automatisables sur des cas identifiants, au cas par cas sur d'autres variables, et on a besoin d'une part d'appréciation humaine. Donc ça reste quand même un peu une sorte de zone grise, un travail chronophage si on prend du recul. Donc là, vous avez tout ce qu'on a fait sur les dernières enquêtes. Sur MFV2, on a quand même supprimé 327 variables et recodé 275. Donc c'est tout le problème de cette zone grise, jusqu'où on va, quel est le risque réel en fait, et comment le moduler à un degré acceptable pour pas trop dénaturer les données. Voilà, donc je laisse la parole à Julie qui va nous parler de l'autre versant de la diffusion qui sont les métadonnées, et on en reparle en conclusion. Merci Julie. Oui, donc du coup, Julie vous a présenté le protocole de constitution des FPR, et en parallèle de ce travail qu'on a mené, on s'est aussi doté d'un protocole de mise à disposition des données d'enquête. Donc l'idée, c'est qu'on veut essayer de documenter au plus proche des données, au plus proche de l'enquête, et en particulier, on va faire tout un travail de documentation du contexte et de la méthodologie de l'enquête. Vous avez compris, les FPR, c'est des fichiers qui ont vocation à être réutilisés, et donc pour qu'ils soient bien réutilisés, il faut qu'ils soient bien documentés. Donc nous, on utilise des standards de documentation, en particulier le standard DDI que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Data Documentation Initiative. Et ce standard, il est aussi utilisé dans une perspective FAIR. Donc FAIR, c'est trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Donc encore une fois, on essaye de faire en sorte que les données soient réutilisables dans les bonnes conditions. Donc sur le contexte et la méthodologie de l'enquête, comme Julie vous l'a montré dans le graphique au début, un protocole d'enquête, un cycle de vie de l'enquête, c'est très long, et donc on s'est attaché à essayer de sensibiliser au protocole de mise à disposition à toutes les étapes de ce cycle de vie, et pas juste à la fin. Quand on fait juste à la fin, en fait, il y a plein d'informations qui se sont perdues, il y a des gens qui ont changé, et donc c'est beaucoup plus compliqué de consolider l'information. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on sensibilise au protocole de mise à disposition dès la signature en fait des conventions qui vont permettre d'encadrer les protocoles d'enquête. Et puis à chaque étape de l'enquête, on va essayer d'aller voir les équipes de recherche, les équipes d'ingénieurs pour récupérer de l'information. Donc ça peut être quand l'échantillon est tiré, récupérer des infos sur le protocole d'échantillonnage, quand l'apurement est terminé, que les premières pondérations sont faites, récupérer des informations sur ces protocoles-là. Évidemment, quand l'enquête est terminée, tout le protocole de l'enquête, les relances, comment ça s'est passé sur le terrain, les erreurs qu'il y a pu y avoir, etc. Et puis aussi, on essaye d'être au courant quand il y a des bouquins ou des publications de référence sur l'enquête, sur les données qui sont publiées, pour les relier aux données, afin, encore une fois, d'améliorer la découvrabilité et que les personnes puissent non seulement lire les métadonnées, mais aussi aller lire les publications scientifiques autour de ces données. Et donc tout ça, en fait, on le consolide dans un fichier. Donc maintenant, on a une espèce de formulaire, en fait, qui est complètement transparent pour les chercheurs qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire de la documentation en DDI et qui nous permet d'automatiser un certain nombre de choses et donc de créer des fichiers de métadonnées, donc des fichiers qui sont en format XML. En plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des thésaurus et des vocabulaires contrôlés. Donc en fait, c'est des ensembles de mots-clés qui vont nous permettre de décrire de façon harmonisée et uniformisée au niveau français, mais aussi européen, un peu tout ce qu'on peut décrire sur l'enquête. Donc ça va vraiment de la méthodologie d'échantillonnage jusqu'aux thèmes qu'on retrouve dans l'enquête. Et donc ça fait que non seulement on est cohérent entre nous à l'intérieur des métadonnées, mais on est aussi cohérent avec d'autres pays qui utilisent les mêmes standards. Et donc quand vous retrouvez un mot-clé, par exemple questionnaire structuré, ben vous avez une définition européenne de ce que c'est un questionnaire structuré, et donc vous comprenez qu'est-ce que vous allez trouver comme questionnaire dans l'enquête. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'est attaché à valider des profils de métadonnées et de faire en sorte qu'on ait une vérification de présence de champs minimaux d'informations minimales.
Donc là, je vous ai remis les vocabulaires contrôlés qu'on utilise, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est plutôt pour vous montrer ces histoires de profils. Donc en fait, on va tester nos métadonnées pour vérifier qu'on a bien un ensemble d'informations. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va même pas juste au standard le plus minimal, on essaye d'aller encore plus loin, et non seulement d'avoir un ensemble de champs obligatoires, mais aussi un ensemble de champs qui sont recommandés au niveau européen, pour être sûr d'avoir une documentation qui est la plus riche possible. Évidemment, une fois qu'on a documenté le contexte de l'enquête, il nous faut documenter les données en elles-mêmes. Et donc là, c'est pareil, on a essayé d'améliorer la documentation pour être sûr que ce qu'on publie comme métadonnées, c'est au plus proche du fichier qui est diffusé. Donc ça veut dire qu'on va compiler un ensemble d'informations qui vont des questionnaires. Donc on a des scripts qui sont calibrés pour les outils de collecte qui vont aller récupérer l'information dans ces outils de collecte de manière automatique. Avant, c'était fait à la main avec des copier-coller depuis le PDF, donc ça c'est fini. Et on essaye de récupérer toute l'information qu'on peut, le maximum d'informations. Donc ça va évidemment des textes de questions, les modalités de réponse, mais aussi tous les textes autour du questionnaire, les instructions, les introductions, les transitions, etc., etc. On a aussi évidemment toutes les opérations de pseudonymisation qu'il faut documenter. Il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'une question qui ressemblait à quelque chose ne se traduit pas par une variable exactement similaire dans le fichier de données. Et comme il y a un certain nombre d'opérations de pseudonymisation qui visent à supprimer de la donnée, et ben du coup on publie aussi des lisez-moi pour expliquer, voilà, cette variable-là, vous n'allez pas cette question-là, vous n'allez pas la retrouver dans une variable dans le fichier de données parce qu'on l'a supprimée pour des raisons de pseudonymisation. Et puis évidemment, on documente les variables. Donc ça, on le récupère dans les fichiers de données, donc tout ce qui est label, modalité, valeur manquante, et puis le lien avec le questionnaire, d'où vient cette variable, est-ce qu'elle a été construite, si oui, comment. Et donc tout ça, ça se consolide dans un fichier, bon, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est un fichier XML qui est du coup un fichier très normé, qui va du coup rassembler toute cette documentation du contexte de l'enquête jusqu'à la modalité d'une variable spécifique dans le fichier de données. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on fait de la vérification, évidemment, donc on a des contrôles qualité qui sont à la fois par relecture humaine, mais aussi avec des processus automatisés qui viennent nous donner des rapports d'erreur pour vérifier qu'on a bien rempli toutes les contraintes qu'on s'est données. Et puis donc là, c'est là où vous retrouverez du coup toutes nos métadonnées, et je vais laisser Julie conclure. Oui, voilà. Donc vous avez vu que la diffusion des données à l'INED, c'est vraiment un processus qui est porté par plein d'outils, de normes, de dispositifs, et qui, c'est important, doit s'intégrer tout au long du cycle de vie de l'enquête. Sur la production des métadonnées, il y a des standards à suivre. Les producteurs de données travaillent quand même bien ensemble au niveau national et international pour mettre en commun les pratiques. Et sur la production des données pseudonymisées, comme le disait Laurent, il reste quand même pas mal de progrès à faire. Le format FPR est régulièrement remis en question. Et donc, on pense que c'est utile et nécessaire quand même, les FPR, et qu'il faut renforcer les collaborations entre institutions, les travaux sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce groupe de travail interinstitutionnel pour mieux mesurer les risques dans la FPR, mieux former les utilisateurs et mettre en commun les pratiques. Voilà. Merci beaucoup, puis merci beaucoup pour le respect du temps aussi, on est vraiment à l'heure. Et maintenant, je passe la parole à Lino et Cédric. Merci. Je vais juste mettre la version HTML parce qu'il y a une petite date avise dans les slides. Hop. Hop, c'est bon, on voit bien les slides en remote. Ah ouais, c'est celui-là. Ok. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup. Cette fois, on va aller un peu plus en aval dans le processus de diffusion de données. Là, on va aller vraiment à la fin du processus sur le site insee.fr et on va parler de diffusion de données et l'enjeu du format. C'est quelque chose qui est censé être un outil, mais qui en fait a des implications très importantes sur notre capacité à utiliser un fichier. Alors du coup, moi je vais me faire le héros AUT de cette diffusion, mais le vrai héros S, c'est Cédric. Voilà, parce que c'est grâce à lui, grâce à son action proactive qu'on a commencé à diffuser du format parquet. Alors rassure-moi, t'as pas développé ton super pouvoir en étant mordu par un utilisateur. Donc, pour vous redonner un tout petit peu le contexte,
En fait, sur le site INSEE.fr, c'est peu connu, mais on trouve un certain nombre de fichiers de microdonnées, qui sont des données anonymisées, pas des données brutes, qui sont produites et mises à disposition sur ce site pour des étudiants, des chercheurs qui voudraient apprendre à utiliser un fichier de données phare de l'INSEE. Alors, il y en a qui sont très peu anonymisés, comme Sirène, mais il y en a qui sont un peu plus anonymisés, comme le recensement de la population, la base tous salariés, mais on en trouve d'autres, le fichier des prénoms, le fichier des décès. Tout ça, c'est des fichiers de plusieurs centaines de milliers de lignes, voire millions de lignes, qui vont permettre à des utilisateurs de se faire la même sur nos données de l'INSEE et éventuellement les valoriser. C'est de l'open data. Alors, c'est plutôt destiné, vu la taille des données, à des utilisateurs avancés. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que le format de données, je vais en reparler, c'est aussi à destination de certains utilisateurs. On ne met pas les mêmes formats de données à tous les utilisateurs. En l'occurrence, c'est des utilisateurs avancés à qui on va destiner le format parquet. Pour ça, je vais vous parler un petit peu de l'expérience de diffusion du recensement de la population au format parquet. On a à peu près 100 variables, 25 millions de lignes sur le site INSEE.fr, voilà, sur lequel vous pouvez vous amuser. Je vous incite vraiment, le fichier est génial. Il était diffusé jusqu'à il y a quelques années en CSV ZIP ou en format des bases, qui est un format propriétaire de base de données. Bon, globalement, je ne vais pas m'intéresser aux bases, je vais plutôt vous parler du CSV. On avait un fichier qui faisait plus de 4 gigas sur le site INSEE.fr et qui posait du coup des vrais problèmes aux utilisateurs parce que 4 gigas, le fichier brut, il faut encore plus de ressources en RAM pour être en mesure de le lire. Et donc, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui n'avaient pas les moyens informatiques d'exploiter ce fichier-là ou qui devaient passer un temps très long à lire ce fichier-là pour ne s'intéresser qu'à un sous-échantillon des données. Vous allez voir, je vais revenir dessus, en parquet, on a déjà un volume beaucoup moins important du fichier. Bon, pourquoi on vous parle aujourd'hui de diffusion de données? C'est qu'il y a des choix qui sont des choix techniques qui vont avoir un effet important. Globalement, dans le monde de la diffusion, on peut voir deux types d'approches, le fichier et l'API. Moi, je vais plutôt vous parler de l'approche fichier, mais c'est assez complémentaire avec le sujet des API sur lequel on pourra revenir éventuellement plus tard. Donc, pour diffuser un fichier, en fait, il faut faire un arbitrage. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le public cible, est-ce qu'on a des utilisateurs avancés? Est-ce qu'on a des utilisateurs lambda qui vont pas avoir les mêmes logiciels, pas avoir les mêmes attentes sur un fichier? La finalité, est-ce que l'objectif c'est juste d'ouvrir le fichier dans Excel ou est-ce que c'est vraiment de prendre un fichier, de le retravailler, de faire des filtres sur des observations, de créer des nouvelles colonnes, donc une approche plus analytique. On va pas avoir les mêmes choix techniques derrière. La volumétrie, j'en ai déjà parlé, et un élément important, c'est aussi l'interopérabilité. Ça, c'est quand même une vertu importante d'une diffusion de données. On ne veut pas forcer un utilisateur à utiliser tel ou tel logiciel, notamment les formats propriétaires. Ça peut poser des problèmes parce que on incite des utilisateurs à privilégier un logiciel plutôt qu'un autre. Donc, on va plutôt chercher l'interopérabilité, donc un fichier qui peut être utilisable dans plusieurs types de logiciels, le logiciel préféré de l'utilisateur. Donc les formats usuels, le CSV, le JSON, le XML, ils sont interopérables, c'est déjà bien, mais ils sont adaptés à des petits volumes de données. Ou alors à des données qui sont simples. Ce que j'entends par simple, c'est par exemple le code commune. C'est pas une donnée qui est simple, c'est une donnée où il y a une forme de sémantique derrière qui est cachée parce que un code commune qui commence par 0, ça a un sens et on n'a pas envie que le logiciel, il zappe le 0. Pareil, le 2A, 2B, ça a un sens. Donc, on ne veut pas traiter ça comme une donnée numérique. Et donc, c'est pas une donnée simple, c'est une donnée complexe, le code commune. Et on a envie que l'utilisateur, son logiciel, qui fait des simplifications pour accélérer le traitement, mais en fait, ne les fasse pas sur certains types de données.
Donc les formats analytiques, les formats pensés pour les utilisateurs de données, en fait, ils ont plusieurs avantages. Ils sont compressés. Contrairement aux fichiers au format CSV qui sont non compressés. Donc les formats CSV, par exemple, c'est très lourd. Je vous ai dit 5 gigas contre 500 mégas. Ils sont ce qu'on appelle orientés ligne, c'est-à-dire qu'en fait, pour lire un petit bout de données, vous allez devoir importer toute la donnée, là où des formats de données, comme le format Parquet dont je vais parler, en fait, vous allez pouvoir picorer la donnée au sein du fichier, et donc vous n'avez pas besoin d'énormément de ressources pour lire quelques observations. Par exemple, si vous êtes intéressé que par un département, par une commune, vous n'avez pas besoin de lire les autres départements, les autres communes. Vous allez pouvoir picorer le fichier. Et puis là, le sujet des métadonnées, voilà, je l'ai dit, les codes communes, l'erreur classique que vous avez sans doute rencontrée, la lecture qui plante à cause de la Corse de A, de B, parce que votre logiciel avait inféré ça comme étant du numérique. Donc, je l'ai dit, donc je ne vais pas insister beaucoup dessus. Le format Parquet, en fait, il vient résoudre tous ces problèmes. Il est interopérable, très bien intégré aux logiciels connus des utilisateurs experts, R, Python, JavaScript, par exemple. Il est optimisé. Il y a des optimisations dans tous les sens qui accélèrent les temps de lecture, qui réduisent le volume du fichier, qui permettent d'aller, du coup, picorer la donnée. Et il est fiable parce que, en fait, quand vous êtes utilisateur de données, enfin producteur de données, pardon, vous avez envie de guider l'analyse, la lecture des fichiers, et grâce aux métadonnées embarquées dans le format Parquet, vous allez pouvoir le faire. Globalement, il n'y a plus de problème de code commune avec un fichier Parquet s'il a été bien écrit. Alors, du coup, un gain de confort pour les utilisateurs, un tableau avec plein de nombres, mais globalement, ne regardez pas les nombres, regardez les échelles des barres, ça suffira. Globalement, le CSV, c'est très gros et très lent. Le Parquet, c'est petit et rapide. Voilà, donc on a d'un côté une tortue, de l'autre, alors le cheval, il est peut-être un peu gros, mais il est rapide. J'avais pas de lièvre. Et ça, c'est vrai qu'on veuille lire toutes les données, qu'on veuille lire un petit échantillon des données, que ce soit un échantillon de lignes ou un échantillon de colonnes. Bon, tout ça, c'est voilà, c'est important, mais je pense que nous, en tant qu'utilisateurs de données, enfin producteurs de données, statisticiens, data scientists, en fait, je pense que dès lors qu'on a utilisé le format Parquet, on est convaincu. Mais il faut le faire savoir. Comment le faire savoir aux utilisateurs, leur faire connaître ce fichier-là et pourquoi on a envie de diffuser des données dans ce format-là? En fait, il va falloir les accompagner. Pour ça, on a écrit un guide au moment de la diffusion du format Parquet pour les accompagner. Donc c'est un guide qui avait vocation donc à leur donner envie d'utiliser ce format-là plutôt que le format CSV qu'on a continué à diffuser. Le but c'était pas de changer du jour au lendemain les usages de nos données, c'était de permettre une transition graduelle et fluide avec un nouveau format de données. C'était aussi donner envie à de nouveaux utilisateurs d'explorer ce format de données parce que ce format, enfin, ces grosses données, en fait, elles étaient très complexes, elles pouvaient brider les utilisations. Alors qu'en fait, si les utilisateurs découvrent, les utilisateurs de R Python découvrent qu'en fait c'est assez simple d'utiliser ces données, peut-être qu'on a pu convertir de nouveaux utilisateurs. Alors on n'a pas les chiffres parce que malheureusement on a voulu objectiver ça, mais on n'avait pas, enfin le système de tracking des téléchargements sur le site INSEE n'était pas à jour, mais sur DataGouv, vous pouvez regarder les statistiques de téléchargement, vous verrez que le Parquet est vraiment devant le CSV quand il y a de la mise à disposition de ces deux formats. Donc, au passage, c'était l'occasion d'illustrer la richesse des données. Donc là, c'est plus la perspective INSEE. On vous met à disposition des données, c'est une mine d'or, regardez-les. C'était l'occasion, par des exemples, de montrer la richesse des données. Voilà, et que tout ça, en fait, c'est au service du confort. Donc là, pour vous donner un exemple, si on a envie de recenser les centenaires
en France, dans chaque département. Grâce au fichier parquet, on a mis à disposition le code pour le faire. Donc là, il est en Python, ça utilise du SQL, mais on peut aussi utiliser dplyr, on peut aussi utiliser JavaScript. Donc tout ça, c'est ce qu'on a mis à disposition dans le guide, qui est contributif. On a eu des contributions de maîtres de conférences, notamment, qui sont venus enrichir notre guide d'exemples. Donc on était plutôt contents de cette opération. Donc, où on en est maintenant? Donc, on a de nombreux jeux de données maintenant qui sont diffusés. Donc, un peu tous les grands produits de l'INSEE de microdonnées sont diffusés au format parquet maintenant. Ils seront bientôt dans le catalogue de données Mélodie. Si vous avez des questions, voilà, il y aura Cédric sur ce sujet. Mais on n'est pas les seuls à faire ça, heureusement. Il y a des SSM qui le font. Pour vous donner un exemple, le SSMSI, la base statistique de la délinquance qui est sur DataGouv, elle est au format parquet. Et en fait, DataGouv, au-delà de ça, pousse de plus en plus la diffusion de données au format parquet. Alors après, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour diffuser les formats parquet parce que il y a des optimisations qui ont lieu dans tous les sens et nous-mêmes, on peut faire en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur dans l'utilisation de ces données. Donc, voilà, faut lire les œuvres complètes d'Éric Mauvière sur le sujet, et il en parle tout le temps, et il donne de nombreux conseils utiles sur le sujet. Donc, pour conclure, qu'est-ce que ça nous ouvre, quelle voie ça nous ouvre pour la diffusion de données? Mais en fait, on peut voir le format parquet comme un complément aux API de données. Les API de données, c'est pratique pour récupérer des données, quelques données, mais c'est aussi le cas du format parquet. Vous avez besoin de données départementales, de quelques communes, etc. Une petite requête sur un fichier parquet qui est en ligne sur INSEE.fr, vous avez récupéré vos données sans avoir besoin de consulter l'ensemble de la donnée. Et derrière, et je vais presque finir par ça, ça permet des alternatives à Shiny ou Streamlit qui servent beaucoup, notamment SSM, pour des portails de data viz interactive. On peut faire de la data viz interactive dans des sites statiques grâce à Parquet. Donc voilà, si par exemple vous êtes intéressé, alors c'est pas un exemple INSEE, c'est un exemple d'une donnée de DataGouv. Si vous êtes intéressé par les prix du logement dans le 06, voilà, on va s'amuser. On va prendre, hop, donc il y a un fichier Parquet sur DataGouv et voilà, je change la commune. Bon, là, il se trouve que j'ai pris une commune sans observation, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de réactivité. Hop, voilà. Et ça, il n'y a pas de Shiny, il n'y a pas de Streamlit, donc c'est beaucoup plus simple à maintenir comme portail de DataViz que ce type de technologie-là. C'est du pur site statique. Donc du coup, je vais finir juste par ça. Le format Parquet, au final, qu'est-ce qui nous fait dire que c'était une bonne décision de la part de Cédric de commencer à diffuser le format Parquet? C'est les retours utilisateurs que vous pouvez probablement pas lire, mais qui sont globalement positifs. Bon, s'ils étaient négatifs, on les aurait pas mis. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci. Ah bah oui, tu me bloques. Hop, bonjour à vous tous. Donc après avoir vu les formats et la diffusion et la création d'enquêtes, etc., on va s'intéresser aujourd'hui à un exemple concret aussi, très concret même, puisque on va chercher à anonymiser les données diffusées en open data par le CEPIDC. Alors le titre est assez complexe, c'est pour ça que je me suis permis de le simplifier. On va apprendre aujourd'hui à comment déplacer des cercueils. Première chose, l'INSERM CEPIDC Kesako. Alors enchanté, on est une petite unité de l'INSERM qui s'est vu confier une mission très importante, la mission effectivement de produire les données sur les causes médicales de décès en France. Concrètement, ça ressemble à quoi? On reçoit tous les certificats de décès qu'ont pu établir les médecins pendant une année, et à l'issue de ça, on va, par un long processus, obtenir une cause initiale. Alors au JMS, on a 3 présentations, dont celle-ci. Je vous invite à les consulter ou à regarder les articles qui ont pu en sortir.
Le CPDC hors de la sphère INSEE, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au SSP, c'est pour ça que vous ne nous connaissez pas. Mais on est important, on est une autorité statistique nationale d'après Eurostat, et donc on est productrice de statistiques officielles, et on est également dirigé entre guillemets par un comité de pilotage, donc qui est croisé par tout plein d'acronymes, l'INSEE, la DRI, le ADRES, l'INSERM et la Direction générale de la santé. On est également une équipe de diffusion restreinte. On est actuellement 2 personnes qui avons tout plein de charges, et notamment une des charges qui nous a attribuées, c'est de répondre aux chercheurs ou aux particuliers qui voudraient avoir des informations sur les causes de décès en France. Alors c'est simple, à 2, on ne peut pas répondre à toutes ces obligations, et donc du coup on a mis en place une application d'open data, alors c'est pas nous mais nos prédécesseurs, pour répondre aux demandes les plus courantes. Alors je vais juste faire un petit rappel sur comment on fait des statistiques sur les causes de décès. Un certificat de décès c'est donc établi par un médecin. Ce médecin écrit un texte sur un document dont je vais vous donner un extrait. Sauf que ce texte, vous le savez bien si vous faites des statistiques, c'est pas très exploitable tout de suite. On a besoin du coup de le codifier. Si on donne un exemple qui n'est pas du tout celui qui est illustré par ce texte, un cancer du sein va être un code C50. Voilà, nous ça nous parle, on parle comme ça et on se comprend. En tout cas, voilà, un certificat, par exemple, donc détresse respiratoire, état grippal, insuffisance cardiaque, diabète. Incroyable, je sais lire un médecin depuis tout ce temps. On a donc une nomenclature et on va établir du coup ce que c'est une cause initiale. Alors, cause initiale, c'est en gros qu'est-ce qui a vraiment tué la personne. C'est-à-dire qu'une personne meurt généralement parce qu'elle arrête de respirer, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de respirer? Le but, in fine, de nos statistiques, c'est de répondre à la question combien de personnes sont mortes de X. Bon, il y a tout plein de règles, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Magnifique, open data. Voici un extrait, un screenshot du site que vous pouvez consulter, il est en libre accès évidemment, et il contient tout plein d'informations qui sont très intéressantes. Après tout, les statistiques sur la mortalité depuis 1979, c'est pas mal, par âge, par sexe, par lieu de domicile, jusqu'au niveau départemental, c'est ça qui est important, et du coup par une cause initiale de décès, alors c'est des grands regroupements. En gros, on peut aller du plus précis, on peut aller de très précis, par exemple la tumeur jusqu'au niveau le plus détaillé, jusqu'à l'organe, voilà, combien de personnes sont mortes du tumeur du pancréas, jusqu'à aucun niveau de détail, c'est-à-dire par exemple les affections qui sont spécifiques aux enfants. Le but, c'est évidemment des enjeux de confidentialité et de secret statistique et médical. Alors effectivement, du coup, même en dehors de ça, il y a des risques à diffuser des données jusqu'au niveau départemental, par âge, par sexe. Bon, déjà, c'est très précis, et effectivement, on peut avoir des croisements qui effraieraient les personnes qui ont été formées au secret statistique. On tombe largement. Du coup, par exemple, là, une femme est morte en Ardèche entre 1 et 24 ans d'un diabète sucré. Donc là, c'est simple, si vous connaissez une personne qui est morte, qui était une femme en Ardèche, et ben vous savez non seulement qu'elle est morte d'une maladie endocrinienne, mais en plus, vous savez qu'elle est morte de diabète. Donc là, c'est catastrophique. Alors évidemment, cet exemple que je vous montre, c'est après anonymisation, c'est après tout le processus qu'on va voir ici, et on verra pourquoi cette donnée, on ne peut pas trop s'y fier. Au niveau départemental, c'est ça que je veux entendre, on va déplacer des cercueils, c'est tout l'intérêt. De même, on a un autre risque, c'est que l'INSEE a une très très bonne idée, là je vous regarde tous, vous diffusez le fichier des personnes décédées qui contiennent le nom et le prénom, mais également le sexe, la date de naissance de décès et le lieu de décès. Autant dire qu'on est à risque d'appariement maximal, puisque toutes les données sont en ligne. Il n'y a pas besoin de connaître la personne pour retrouver des informations. Bref. Qu'est-ce qu'on demande à une méthode d'anonymisation et pourquoi c'est important aujourd'hui? C'est qu'évidemment, on cherche à anonymiser, on cherche à couper, on s'inquiète des cases qui sont trop petites, mais aussi trop homogènes. Si par exemple, vous regardez notre site et vous découvrez que toutes les personnes qui sont mortes en Ardèche d'une certaine case sont mortes d'un cancer, bon, vous savez que votre personne qui appartient à cette case, qu'importe s'il y a 50 personnes ou 2, vous savez qu'elle est morte d'un cancer, vous apprenez quelque chose. On veut également chercher à rester utile. Alors c'est très important, on fait des causes de décès, c'est-à-dire qu'on cherche à conserver les croisements rares. On veut savoir qu'il y a une personne qui est morte du diabète à 30 ans, enfin entre 30 et 34 ans. On veut conserver cette information-là, même si elle est toute seule, puisque c'est essentiel, c'est quand même un fichier qui permet potentiellement de faire de la recherche. Et on veut garder une cohérence externe, c'est-à-dire que le CPDC, en collaboration avec la DREST et Santé publique France, publie annuellement des articles pour parler des nouvelles données ainsi que des recherches sur celles-ci. On veut conserver les marges. Si on commence à diffuser quelque chose qui n'a rien à voir sur le même champ, là on crée de la confusion inutile.
Alors, pour les personnes qui ont suivi la magnifique présentation de la DMCSI sur l'atelier de confidentialité, vous voyez ce que je vais vous présenter. Donc, c'est le target record swapping. Les personnes qui ont assisté également sachent qu'il y a une faute dans le nom de la méthode. Je m'en excuse, c'est targeted record swapping. Je ne sais pas faire de copier-coller. Alors, c'est simple. C'est un algorithme extrêmement simple dont le but est en fait d'identifier les personnes qui sont à risque de réidentification et de permuter ces personnes avec d'autres personnes sur des critères géographiques. Donc on change l'emplacement géographique et pour trouver une paire, donc quelqu'un qui est à risque va trouver un copain dans un autre département qui possède donc un certain nombre de caractéristiques. Également, on peut faire un taux de permutation en général. Voilà, ça c'est plus optionnel, mais on l'a fait quand même. Le prérequis, c'est donc d'avoir des données qui sont hiérarchisées géographiquement. On a besoin, normalement, c'est une méthode qui a été utilisée à l'origine sur les carreaux. On cherchait à cacher au niveau très très fin, quasi GPS, quoi. On cherchait à déplacer les gens au niveau des carreaux pour les données fiscales. Mais là, nous, on s'en est servi juste au niveau département. En fait, le département est inscrit dans une région qui est inscrit soit en France métropolitaine, soit dans les DROM. Donc il faut ça, et il faut également avoir suffisamment d'observations pour pouvoir trouver des paires, cela va de soi. Au final, ce qu'on obtient, c'est donc une base de données permutée, où en fait une partie des cercueils ont été déplacés. Voilà, on a mis des petites roulettes et on les a bougées. Les autres données sont inchangées, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, la donnée au niveau départemental est bruitée, mais dès que vous montez au niveau régional ou au niveau de la base entière, si vous ne cherchez pas à avoir des informations géographiques, les données sont les mêmes, toutes les marges sont quasiment sont égales. En gros. Alors, juste un fonctionnement rapide, on identifie des croisements à risque. Alors là, le critère, c'est la k-anonymité. En gros, on regarde par un croisement, ici, on va dire le sexe et l'âge et l'année. Et on regarde si ce croisement est moins a un effectif inférieur à 5. Bon, bah là, dans ce cas-là, toutes les opérations sont à risque. Donc là, voilà, je donne un exemple. On voit qu'il y a un croisement risqué dans le Gard. On va regarder au niveau de la région, dans un autre département de l'Occitanie, j'espère que je ne me suis pas trompé, s'il y a bien une personne qui va pouvoir être swappée avec celle-ci. Même chose pour la Guyane, on va chercher dans un autre département des régions d'outre-mer. On va donc trouver une paire, alors là sur des caractéristiques similaires, donc par exemple ça va être une grande classe d'âge, mais aussi par exemple la même grande cause de décès. Par exemple, une personne est morte d'une tumeur du pancréas, on va chercher une personne qui est également morte d'une tumeur, mais on ne s'inquiète pas trop de si c'est la même tumeur. Puisque évidemment, sinon on n'a pas caché l'information. Voilà, ensuite du coup on permute les données géographiques. C'est merveilleux. Alors, il y a un tout petit peu de critères et ensuite je vous montrerai des résultats. En gros, qu'est-ce qu'ont été nos paramètres? Donc un cas anonymat de 5, c'est-à-dire qu'en dessous de 5 observations dans une case, vous êtes à risque. Et L, diversité à 80%, qu'est-ce que ça signifie? C'est donc on avait le critère d'être trop petit, d'être trop homogène. Donc là, en gros, si une case, donc un croisement entre le sexe et l'âge, par exemple, implique que les tumeurs représentent 80% de ces décès-là, et ces personnes sont également à risque, puisqu'en gros, vous pouvez désormais imputer qu'à 80%, les tumeurs est la cause de décès de la personne que vous cherchez. Et un taux de permutation global de la base de 2%, c'est-à-dire qu'après avoir identifié et swappé toutes les personnes qui étaient à risque, et dans ce cas-là, on va également swapper encore. Voilà, avec d'autres variables, donc là c'est les détails de la méthode, c'est pas très important, mais l'idée c'est qu'est-ce que ça représente sur la base de données. Alors même chose, tout plein de chiffres, mais on va regarder juste la partie en jaune. Donc vous apprenez qu'en 1997, il y a environ 530 000 personnes qui sont mortes, voilà, c'est terrible, et l'homogénéité, les personnes qui ont été anonymisées pour raison d'homogénéité, c'est donc largement supérieur aux personnes qui étaient dans une petite case. Mais on voit que par exemple ça évolue de temps en temps, ça dépend des années, ça dépend des causes de décès sur ces années. Voilà, donc en gros, l'anonymisation ciblée, elle est relativement faible, et c'est les 2% qui vont faire, au contraire, un grand taux d'anonymat. Bon, là, il y a des enjeux sur les variables similaires. L'idée, c'est qu'en gros, les gens vont être échangés avec un copain qui partage une grande cause regroupée, donc c'est ce que je dis, en gros, les tumeurs, ou alors le fait d'être mort d'une cause externe, c'est-à-dire d'un accident, d'un suicide, d'un homicide, ou d'une cause qu'on n'a pas réussi à savoir si c'était l'un des trois. La région de domicile, la grande classe d'âge, donc une grande classe d'âge, qu'importe, et le sexe. Donc ça, c'est en gros 98% des paires sont faites sur ça, et les 1,5%, c'est en gros les personnes qui habitent dans les Outre-mer ou la Corse. Pourquoi? C'est simple, si vous avez une cause rare dans la Corse du Sud, il est très probable que vous ne la trouvez pas dans la Corse du Nord, et donc il faut monter au niveau de la France métropolitaine, et la Guyane et les régions d'Outre-mer sont des départements et des régions. Bref.
magnifique illustration. Alors moi, j'ai pas été aussi intelligent que Lino. Le PDF a tué mon animation, donc j'ai dû la refaire en beaucoup moins bien. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? La magnifique région de Bourgogne-Franche-Comté. On observe, donc on regarde un tri, on va dire les 24-34 ans de Bourgogne-Franche-Comté. On observe qu'il y a plein de morts, c'est super, sauf en Côte d'Or où il y a malheureusement pour moi que 3 femmes qui... Non, excusez-moi. Bref, il n'y a que 3 femmes... Non, excusez-moi. Bref, il n'y a que 3 femmes qui sont mortes et donc elles respectent le critère de cas anonymat. Donc elles sont identifiées comme une case à risque et on va essayer de leur trouver des copains. Elles ont des caractéristiques, ces femmes, donc on va dire que la couleur c'est une cause quelconque, hein, là c'est juste à but illustratif, et on doit donc leur trouver des personnes qui sont mortes de la même chose dans la même région. Alors on voit qu'il y a tout plein de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, notamment par exemple il y a un homme qui partage la caractéristique blanche. Bon, bah, comme notre critère, c'est qu'on doit être échangé avec une personne du même sexe, cette personne ne va pas être intéressée. On tire les dés pour trouver les... on tire au dé de façon uniforme pour trouver qui va être la paire. Ça y est, c'est identifié, et hop, on les échange. Il y avait une magnifique animation, elle est ruinée, mais en gros, on a échangé. Alors, et à quoi ça sert d'avoir mis des petites barres noires? C'est tout simplement pour dire que, certes, elles partagent les mêmes caractéristiques globales, c'est-à-dire qu'elles sont toutes mortes d'une tumeur, toujours le même exemple, mais par contre, la tumeur qu'elles avaient n'est pas la même. Donc là, qu'est-ce qui a changé en fait au niveau des tableaux? Ce qui a changé, c'est absolument rien au niveau du sexe, de l'âge, de la grande cause de décès, il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est par exemple le nombre de tumeurs de pancréas en Côte d'Or a été modifié. Au niveau de la région, par contre, le nombre de tumeurs du pancréas n'a pas bougé. Et donc là, c'est là où c'est effectivement extrêmement puissant. C'est toutes les marges quasiment sont égales. Et dès que vous remontez au niveau régional, rien n'a bougé. Mais on a quand même réussi à cacher la mort la cause de décès des personnes qui étaient à risque. Voilà. Donc c'est ce que j'explique dans cette magnifique slide. En gros, pas grand-chose change. Pas grand-chose change. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quel est le niveau de variation des effectifs au croisement le plus fin. Donc le croisement le plus fin, c'est donc par année, par âge, par sexe et aussi par département et par cause fine de décès. On voit qu'en moyenne, il n'y a même pas un d'effectif de changer. Alors bien sûr, là on voit un maximum de 28 et on se dit, mon Dieu, ils ont fait n'importe quoi. Non, c'est simplement qu'il y a certaines circonstances, alors en fait c'est une seule année, où il y a eu malheureusement dans un département un grand nombre de morts pour la même cause, alors ça va faire que c'est les causes externes. On suppute qu'il y a sûrement eu un gros accident de bus, et en fait du coup les causes externes étaient beaucoup trop nombreuses pour ce petit département. Et donc là effectivement on a dû les disperser dans le reste de la région. Donc voilà, mais en fait, effectivement, en général, dans le 99 déciles, le nombre d'effectifs différents au niveau le plus fin, c'est 2. Voilà. Donc c'est ce que j'explique ici. En gros, au niveau départemental, qu'est-ce qui a été bruité? Le croisement par âge ou par cause de décès sont bruités. Pourquoi par âge aussi? C'est parce que du coup... l'âge fin est conservé, mais vous pouvez être échangé avec une personne qui a un plus grand âge que vous. Comme vous l'avez vu, on diffuse par classe d'âge décennale, mais on échange entre grandes classes d'âge, donc 0,64 ans par exemple. Voilà, alors je vais vous faire quelques petits graphiques pour illustrer. Alors ici, c'est un graphique qui paraît très compliqué, mais qu'est-ce que c'est? C'est le taux de permutation. En gros, la question, c'est sur les certificats, par exemple, qui sont les complications, on va dire, voilà, les affections des enfants, qui sont en violet. Et ben, on voit que... au cours des années, ça augmente et on obtient plus de 40% de permutation. Ça signifie que sur 40% de nos individus, on a changé quelque chose. Mais en fait, les enfants, encore une fois, on a vu que ce n'était pas très détaillé. Donc en fait, on a échangé avec quelque chose qui n'a pas trop bougé. Donc ça, en fait, ça ne nous intéresse pas trop. Toutes les causes, en fait, les 3 premières causes ne nous intéressent pas du tout puisqu'elles ne sont pas du tout détaillées. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt celle-ci. Ce sont les causes externes qui sont en bas, et c'est celles qu'on cherchait surtout à protéger, tout ce qui va être suicide, homicide, etc. C'est ça qu'on cherchait vraiment à protéger. Donc là, bien joué à nous, c'est au-dessus de la barre de 2% qui est là. Donc il y a effectivement de la protection. On est très content. Voilà, magnifique. Et finalement, je vais juste terminer sur un seul exemple, puisque le temps court. Les Hautes-Alpes, magnifique département qui a aussi le plus haut niveau de permutation. C'est-à-dire que, alors, ils ont le plus haut niveau de permutation et on a vu que les causes externes, c'est également la cause de décès la plus permutée. Bon, bah voilà, entre les données permutées et les données d'origine, il
il y a deux choses. Les niveaux d'effectifs sont pas du tout, sont presque pas différents, et surtout, même s'ils étaient différents à quelques endroits, l'évolution est la même. C'est-à-dire qu'en fait, on a introduit du bruit, mais on n'a pas caché l'intérêt de la donnée. Voilà, alors sur l'article, il y a beaucoup plus d'exemples, hein, mais là, je me contenterai de ces deux-là. Même chose sur les Yvelines. Dès qu'on monte sur un département qui a beaucoup plus de décès, bon, bah là, vous ne pouvez même pas voir la différence. Et pourtant, c'est bien protégé. Même chose pour le suicide. Ah, finalement, j'en ai plus que ça. Donc, bien sûr, parfois, il peut y avoir des petits décalages, mais de la même manière, certes, donc les données d'origine sont plus hautes que les données qui sont permutées, mais par contre, la variation à la hausse a été conservée, la variation à la baisse l'a été également. Voilà, en conclusion, on a réussi à protéger tous les croisements petits et homogènes, on a réussi à rester utile, on a respecté notre cohérence externe puisque les marges n'ont pas changé. Et je vous remercie de votre attention et surtout, je remercie Julien Jeanne qui nous a aidés du coup à la méthodologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions, c'est ça? Du coup, on va prendre les questions dans la salle. Je prends à peu près 10 minutes de questions avant la pause. Et après, enfin, dans les 10 minutes, on prendra les questions dans la salle et puis dans la... Ouais, je sais pas. Bon, je parle fort. Et après, en visio. Bonjour, Goran, INSEE, direction de la diffusion de l'action régionale. Merci pour la présentation. J'ai une question pour les deux jurys de l'INED. Comment concilier l'augmentation des exigences de la science ouverte avec la montée des risques de réidentification liés à la multiplication des sources administratives et à la mise en relation des données? Oui, vous êtes là-bas. Alors, moi, je dis toujours qu'en fait, la science ouverte, ça ne veut pas dire ouvrir tout. C'est-à-dire souvent, on a un peu cette approche-là et tout le monde a un peu peur et dit la science ouverte, ça veut dire il faut tout ouvrir tout le temps. Mais en fait, c'est pas vrai. La science ouverte, ça nous dit toujours on ouvre en respectant la loi. Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et donc, en fait, les exigences, moi, je pense qu'elles sont plutôt sur les modalités de diffusion. Et c'est ça qu'on doit réfléchir. C'est dans ce cadre où il y a une multiplication des données et une complexification des données, c'est quoi nos modalités de diffusion? Et en même temps, la question se pose de à quel point est-ce que les modalités qui existent, elles sont suffisantes pour les usages qui arrivent, pour les données qui arrivent, pour les appariements, comme le disait Laurent, avec les données administratives. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais de toute façon, l'exigence de transparence qu'on s'est donnée, je pense à raison, d'augmenter la diffusion de la donnée, on doit le garder. Et le garder, ça ne veut pas dire tout ouvrir, ça veut juste dire comment on ouvre. Donc voilà, donc nous, on est plutôt sur le développement, par exemple, des fichiers anonymisés, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, mais en fait, on voit bien que dans les demandes de projets d'eau, de plus en plus, on a des demandes de personnes qui veulent faire de l'introduction aux statistiques, de l'introduction aux méthodes quantitatives. On ne va pas leur filer un FPR avec 5000 variables et 11 000 individus pour faire ça, qui est en plus issu d'une enquête hyper compliquée avec globalement que des questions filtrées dans le questionnaire. Mais on va adapter l'offre de diffusion avec des fichiers de données qui correspondent à ce besoin. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est... Oui, moi j'avais une question. C'est bon, on m'entend quand même. J'avais une question sur le bruitage des données, sur la communication qui était faite autour de la méthode de bruitage, parce que finalement, si on ne communique pas autour de ça, les personnes peuvent avoir l'impression d'avoir identifié, mais en ayant identifié une mauvaise cause, finalement. Bonjour, donc je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes là qui ont été présentées pour le bruitage, donc peut-être s'ils veulent répondre. Alors vous avez parfaitement raison, mais je pense qu'en fait c'est inhérent à l'anonymisation. Si quelqu'un veut vous nuire, de toute façon, s'il trouve quelque chose, il laissera quoi qu'il arrive. Alors la communication, effectivement, cette présentation JMS fait partie de notre communication puisqu'on va lier à la fois l'article, la présentation, etc. Sur notre site. On va également, en fait, on indique aussi. Alors la réalité, c'est que c'est pas encore implémenté parce que j'y arrive pas, mais c'est en cours en fait effectivement d'indiquer dès le moment où on est au niveau départemental et sur une consigne, dire alors attention, vous avez un certain nombre de processus d'anonymisation qui ont été mis en place, mais en fait en indiquant le tableau précédemment qui est voilà, il va y avoir une différence d'effectifs. Cette différence d'effectifs, si vous êtes un chercheur, ne va pas vous embêter. Par contre, si vous cherchez quelqu'un,
ça va pas être, vous n'avez pas trouvé la personne en fait, vous n'avez pas trouvé la cause de décès précise. Donc voilà, c'est ça. C'est le but, c'est de dissuader clairement, tout en confirmant l'intérêt des données et leur utilité. En tout cas, dans le cadre de cette méthode. Encore une fois, c'est qu'au niveau départemental que ça va pas. Et si quelqu'un cherche à retrouver une personne, dès qu'on a une case comme ça, vraiment lui dire, ce n'est pas la bonne cause de décès. Vous méprenez quoi. Si je peux compléter, du coup, nous, pour les fichiers anonymisés, il y a une note qui vient avec le fichier, qui explique toutes les opérations qui ont été faites, mais d'une manière qui ne permet pas la rétro-ingénierie non plus. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes très puissants qui permettent de faire de la rétro-ingénierie assez facilement avec des résultats qui vont de 80 à 95%, voire 99%. Et donc, du coup, par exemple, ça va être, mais même pour les FPR et la pseudonymisation, ça va être de dire, quand on a regroupé des configurations de familles nombreuses très rares, on ne va pas dire qu'il y avait au maximum des couples avec 12 enfants. On va dire qu'on a regroupé au-delà de 7. Et donc, on essaye d'être clair sur le fait qu'on a offusqué de l'information et expliquer quel type d'information on a offusqué. Ou quand on rajoute du brouillage sur les âges, on dit dans quel intervalle de brouillage on a mis en place. Mais en essayant d'anonymiser nous-mêmes notre note d'anonymisation pour ne pas donner trop d'informations, pour ne pas qu'on donne le bâton pour se faire battre, quoi. Bonjour, Romain Le Sieur de l'INSEE. J'ai une question, merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question pour le CEPIDC, un petit peu en lien avec ce qui a été dit et répété par l'INED, à savoir aussi ouvert que nécessaire, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Je ne suis pas très familier avec le cadre juridique des personnes décédées, mais j'ai en tête qu'à partir du moment où les personnes sont décédées, il n'y a plus de droit à la protection des données. Donc, est-il bien nécessaire de faire ce que vous avez fait? Est-ce que finalement, vous ne faites pas de la surprotection de données qui n'ont plus à être protégées, étant donné que les personnes sont décédées et qu'elles n'ont plus de droit? Alors, c'est une très très bonne question. Il y a vraiment énormément d'enjeux sur ça. Bon, la première chose, c'est d'abord, on a des causes de décès sensibles. C'est sensible dans le sens où, par exemple, une personne qui est morte d'un suicide, bon, très bien, on peut dire qu'elle n'a plus de droits. Par contre, ses ayants droit et sa famille ont des droits, notamment d'un point de vue assurantiel. C'est simple, si les assurances savent qu'on diffuse des données précises et qu'on indique très facilement qu'une seule personne est morte jeune, enfin pas jeune, imaginons pour une assurance vie, qu'importe, et on a des conséquences dramatiques sur cette vie. Un deuxième aspect, c'est qu'en fait, nos données sont protégées par le secret statistique. On doit respecter de la même manière que n'importe quelle personne, enfin n'importe quelle enquête, n'importe quelle donnée administrative, on se doit de les protéger d'une manière ou d'une autre. Et la troisième, s'il y a un troisième point, il y a toujours... on a ce devoir-là et par exemple, on ne transmet pas le certificat de décès aux personnes qui nous le demandent. Les ayants droit ont le droit d'accès au dossier médical, ont le droit d'accès à la mairie, au certificat de décès et tout plein de choses. Par contre, nous, en tant que CEPIDC, on n'a pas le droit de transmettre une information qui nous a été donnée pour raisons statistiques. Et donc, de la même manière, on ne peut pas mettre en ligne des données qui s'apparentent finalement à un certificat de décès quand la personne est seule à être décédée. Voilà, finalement, on donne le certificat de décès quand on indique la cause initiale. Donc, en fait, c'est pas tant est-ce que ces personnes ont toujours des droits ou pas, c'est un, pourquoi est-ce qu'on a ces données, deux, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on a des données à raison statistique, et puis effectivement, on est dans un cadre où il y a des appariements, et donc donner la cause de décès, c'est quand même donner plus d'informations que juste voici une cause de décès quelconque. C'est en fait une cause de décès qui s'inscrit dans une enquête longitudinale, par exemple. Après tout, on voit bien qu'il y a des gens qui meurent quand on les suit sur le temps long. Bon, en plus, si on peut avoir leur cause de décès, c'est génial, quoi. Donc voilà, il y a plein de raisons pour ça. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi j'avais une question, c'était pour les fichiers de production de recherche. Combien de temps ça vous prend de faire toute la documentation parce que ça a l'air énorme. Juste la doc. Ouais, enfin, documentation avec le contexte, Juste le documentation fichier XML, de quoi. toutes les métadonnées. Maintenant, ça prend 1 heure. Parce qu'une fois que tout le monde a bien rempli le fichier, non mais j'exagère, mais une fois que tout le monde a bien rempli le formulaire et qu'on a toutes les métadonnées qui sont remplies dans le formulaire et qu'on a le fichier de données et que Julie a envoyé le rapport de pseudonymisation, en fait, c'est que des scripts automatiques qui viennent prendre l'information et la concaténer dans le XML final.
Donc ça va assez vite, mais le problème c'est tout ce qui se passe avant, c'est de faire en sorte que tout le monde remplisse le formulaire et qu'en plus on relit, on vérifie que l'information est cohérente, qu'on n'a pas mis un bout d'information dans un champ alors qu'on est censé le mettre plutôt dans un autre. Et puis il y a toute une partie aussi où du coup, moi ce que je faisais, c'est que je faisais une vérification après Julie de la cohérence entre des données. Et donc typiquement, est-ce qu'il manque un label quelque part? Est-ce que tout d'un coup je trouve un 99 qui me semble peut-être être une valeur manquante, mais peut-être pas, et parce que c'est une variable continue, mais en même temps elle s'arrête à 66, donc peut-être que c'est quand même voilà. Donc et ça prend, c'est compliqué à dire parce qu'en fait on fait autre chose aussi. Donc, mais c'est une question qui revient souvent. Peut-être qu'on devrait s'astreindre à noter nos heures pour pouvoir répondre. Mais ça peut prendre. Ça dépend aussi de la complexité du fichier de données. Il y a des mises à disposition. Enfin, je sais pas, la Julie sur migration famille vieillissement 2, ça nous a pris 1 an en fait de tout le process, de la livraison des données jusqu'à la publication. Il y a parfois, ça peut prendre. Mon quartier mes voisins, ça a pris je sais pas, 2-3 mois. Ouais, Chypre aussi, 2-3 mois. Merci beaucoup. Comme l'heure avance, on va prendre des questions en ligne, peut-être. Il y en a une, c'est ça? Ouais, on va la prendre du coup. La question Zoom s'adresse à la présentation de l'INED de Laurent Toulmont et justement sur le risque que vous avez évoqué concernant la réidentification possible pour quelqu'un qui sait qu'un individu faisait partie de l'échantillon. Et elle attend justement sur la vraisemblabilité du scénario. Est-ce que la question de la protection des FPR, ce ne serait pas plutôt une question de confiance aux chercheurs et de la façon dont ils stockent les données, leur cycle de vie et le contrôle justement qu'on peut avoir sur ce que font les chercheurs? Oui, alors effectivement, sur le premier aspect de la question, le principe de la pseudonymisation, c'est qu'une personne qui a le fichier uniquement va pas pouvoir retrouver quelqu'un. Et c'est uniquement si la personne a des informations supplémentaires qu'il va utiliser cette information supplémentaire. Et par rapport à ça, le problème, c'est que, on l'a vu pour les causes de décès, là, le fait que quand l'INSEE a diffusé le fichier avec tous les décès, avec toutes les informations qui étaient dedans, c'était un peu un choc, justement, de voir que c'est des données qui, clairement, permettent d'identifier immédiatement les gens. Enfin, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est mort, vous allez le trouver en 10 secondes, quoi. Et donc, vous savez... vous avez oublié la date de décès, mais vous connaissez le mois, vous allez le trouver tout de suite. Bon. Donc, et ça, il va y avoir de plus en plus d'informations extérieures disponibles. Et donc, la protection, c'est ce que j'ai dit, je réinsiste là-dessus. La vraie protection, c'est de faire signer des engagements de confidentialité à des utilisateurs qui sont des professionnels et qui vont utiliser les données à des fins statistiques. C'est comme la sécurité des maisons, on peut toujours mettre des caméras, des serrures, des trucs. Bon, il faut surtout éviter qu'il y ait des gens qui aient envie de rentrer par effraction. Et donc, c'est vraiment les usages. Alors, c'est bien d'avoir des aspects pédagogiques dans les fichiers anonymes en disant, attention, si vous cherchez à identifier quelqu'un, vous risquez de vous tromper parce qu'on a bruité les données suffisamment pour que vous n'ayez pas 100% de chance de les trouver. Mais comme disait Julie, la rétro-ingénierie, si on se dit je veux avoir une information avec 70% de chance d'avoir raison, c'est très très difficile d'anonymiser un fichier, sauf à faire des données complètement synthétiques. Donc il faut voir jusqu'où on va, mais je crois que vraiment la clé de la sécurité, c'est effectivement, et c'était dans la question, d'éviter que les utilisateurs se promènent avec des clés USB avec toutes leurs données, par exemple, qu'ils vont oublier dans le train, ou des trucs comme ça, quoi. C'est ce genre de précaution qui paraît élémentaire, mais en général, quand les données se sont retrouvées dans les journaux, c'est parce que quelqu'un avait fait ce genre c'est une faute professionnelle, quoi. Donc, voilà, merci. Je vais conclure la session, enfin non pas parce que on n'a plus de sujet à évoquer, mais parce que je crois qu'en termes de timing, il faut vous ayez une petite pause, et puis il y a des gens qui sont pressés pour rentrer déjà. Donc voilà, merci beaucoup à tous les intervenants, et merci beaucoup pour la richesse des questions, et encore bravo pour eux.